Bonjour Raphaël et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci, Donc toi, bonjour. toi, tu es nouvelle conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts, c'est ton premier mandat, donc c'est un peu la rentrée des classes. Moi j'ai envie que tu nous expliques comment tu vois ton mandat, comment tu l'envisages, quel objectif, quelle feuille de route, tu vois. C'est tout nouveau pour toi. Comment tu te vois dans ce rôle d'élu en fait? Alors, c'est la rentrée des classes, mais en même temps, on a déjà vécu un été bien agité pour ce premier mandat en tant qu'élu à la ville de Paris. Finalement, mon rôle en tant qu'élu, mon mandat, je le vois de la même manière que lorsque j'étais syndicaliste étudiante, que lorsque j'étais militante féministe, avec toujours les mêmes valeurs, un champ d'intervention un peu différent, et puis essayer de faire des liens entre les combats qui sont menés de manière régulière parce qu'on a plein de choses à changer et les actualités, qu'elles soient militantes ou politiques. Parce qu'il y a une question, c'est souvent quand on est syndicaliste et qu'on bascule de l'autre côté de l'échiquier, qu'on devient politique, on a un peu parfois peur d'être coupé du terrain et d'être. C'est une grosse machine, la ville de Paris. T'as pas peur de cette déconnexion-là? Actuellement, je crois que c'est plutôt la ville de Paris qui a peur que je ne bascule pas assez du côté ville et que je reste trop souvent en manif que l'inverse. Euh, En fait, c'est pas tant une peur, c'est réaliser la disproportion des moyens et du travail très différent qu'on fait en tant que militante, que syndicaliste, que féministe, et le rôle de l'élu, où il y a quand même énormément de choses à traiter, de dossiers. En fait, il faut avoir 28 calendriers à la fois dans la tête. Mais justement, ça prend aussi beaucoup de temps parce que je décide et j'ai envie de décider que je ne vais pas arrêter d'être sur le terrain, que je ne vais pas arrêter d'être militante et qu'au contraire, c'est ultra précieux d'avoir des élus qui font ce lien entre l'institution et tout le reste. Parce que cette dichotomie entre politique, citoyen, citoyenne et mouvements sociaux, je pense que c'est en grande partie ce qui crée la défiance et ce qui nous mène droit dans une impasse. Alors, on t'a vu sur le terrain, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'il y avait une manif hier à Paris au 21 de mémoire. Sur la rentrée des classes, elle coïncide aussi à la rentrée des universités d'été des différents mouvements politiques. Tu étais ce week-end au Festival des idées. Qu'est-ce que tu retiens de ce festival-là? Parce que la question du rassemblement de la gauche, elle est au cœur de toutes les discussions. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas? Elle est au cœur de toutes les discussions, le rassemblement, l'unité de la gauche, de l'écologie. Quel lien, encore une fois, au mouvement social. Je pense que toutes les initiatives, dès lors qu'elles mettent les gens ensemble, les font parler, leur apprennent, en fait, au pire, on aura appris à discuter ensemble, on aura partagé les bonnes et les mauvaises idées, et on aura créé une culture, une connaissance commune un peu meilleure. Ensuite, moi, je ne suis pas convaincue que l'union se fait dans ce type de week-end. Ce sont des week-ends de mise en réseau, des week-ends où on partage des idées, des références. Et je crois que l'union, elle se fait dans les faits, dans les combats, dans les luttes. Et ça reste encore tout un champ à ouvrir, en fait. C'est là où on va se retrouver dans les mois qui viennent, sur quels combats politiques, sur quels combats sociaux. Et là, je pense qu'il faut peut-être sortir un peu des logiques d'appareil pour rentrer dans le dur de la discussion de fond et dans finalement, on passe beaucoup de temps à se regarder le nombril et à se dire entre nous dans quel sens on veut aller ou autre, alors que nos ennemis, eux, ils avancent et ils ne se posent pas de questions et ils y vont à fond. Donc, il y a un moment, la cohérence de nos ennemis doit nous donner aussi quelques indices sur notre propre cohérence. Mais juste, comment on fait pour dépasser? Parce que effectivement, l'addition des logos et des partis, elle ne répond pas aujourd'hui. C'est pas ça l'idée qu'on se fait du rassemblement. Je vois que Europe Écologie Les Verts et Génération essayent de fonder une espèce de ce qu'ils ont appelé leur maison commune. Comment on arrive à dépasser aujourd'hui la guerre des partis et la candidature, qui est quand même un élément bloquant, puisque tout le monde dit le rassemblement, mais on pose la question de la candidature avant d'évoquer les propositions. Comment on fait pour dépasser ça? Bah, ce qui est terrible, c'est qu'on pose la question d'en effet, comme tu le dis, la candidature, on n'a même pas besoin de préciser laquelle. C'est la candidature 2022, l'homme providentiel. Enfin, bon, déjà, un peu ras-le-bol de tout le temps retomber dans les mêmes travers. Et je crois qu'il y a un énorme effort qui doit être pensé et qui doit être mobilisé autour. En fait, c'est extrêmement compliqué de rassembler et d'unir autour d'un projet minoritaire. Donc, le fait de faire grandir nos structures, de mener la bataille culturelle et de se retrouver de plus en plus nombreux et nombreuses, moi, finalement, ce dont j'ai envie, c'est qu'on amène à la politique plein de gens qui s'en étaient un peu séparés parce que
défiance, parce que le projet ne fonctionne pas, parce qu'on se demande est-ce qu'on a finalement du pouvoir en tant que citoyen et citoyenne, est-ce qu'on est écouté, et que ces gens-là, quand ils voient l'offre politique, ils regardent les partis, ils font mais pourquoi on me demande à choisir entre l'un ou l'autre? Ça vous dit, on se met toutes et tous ensemble et on fait vraiment le travail pour lequel on voit qu'il y a une urgence à agir. Donc faut tenir les deux bouts. Il faut tenir le bout du dialogue, de la discussion, d'essayer d'amenuire un peu la prégnance des égaux et continuer d'aller créer des mobilisations bien plus larges que nous. Parce que de toute façon, une grande candidature commune, même si on retourne dans l'écueil et qu'on parle de 2022, la grande candidature commune, si c'est pour faire 20%, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'il va y avoir une exigence et la question écolo, elle est aujourd'hui centrale. Et pourtant, on voit que l'agenda politique, on a vu une rentrée d'Emmanuel Macron sur le séparatisme, on nous parle des violences qui explosent dans la société, on nous parle de supprimer les allocations aux parents d'enfants délinquants. Tu n'es pas inquiète par cette espèce de climat qui, en gros, si on voulait préparer la rentrée politique de Marine Le Pen, on n'aurait pas fait différemment, quoi. Là-dessus, je suis inquiète, mais pour les deux raisons. Un, parce que ça prépare en effet la rentrée politique du Rassemblement national, mais deux, et peut-être surtout, ça montre quel est le courant politique, culturel, médiatique aujourd'hui dominant. Et il n'est pas uniquement là pour préparer le terrain pour l'extrême droite. Il est en soi d'extrême droite ou de droite extrême et il fait la place belle à tous les sujets qui créent de l'anxiété, qui créent de la défiance, où les gens se battent en plus sur des présentations des faits qui sont très largement insuffisantes, insuffisamment travaillées, insuffisamment vérifiées. Euh, et voilà, on laisse quand même le champ libre, y compris le champ culturel et médiatique, et ça m'inquiète aussi pour ce que ça veut dire de l'état des forces progressistes, écologistes, de gauche, féministes. Tout à l'heure, justement, cette bataille-là, si on l'amène, il faut aussi l'amener sur le terrain et on te voit souvent dans les mobilisations. Pas plus tard que cette semaine, il y avait une manif devant un des entrepôts de la cimenterie Lafarge. Qu'est-ce que ça dit, cette histoire d'une grande multinationale qui se permet de polluer, apparemment aux yeux de tous, et depuis, c'est pas de hier, c'est depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça dit qu'on avait raison. C'est horrible à dire, hein, présenté comme ça. On reproche souvent aux écolos de dire on vous l'avait bien dit, mais quand même, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire confiance à des entreprises qui sont largement prédatrices du point de vue de leur modèle économique, mais aussi de leur modèle environnemental. Là, Lafarge continue de dire que c'est soit un accident industriel, soit un acte de malveillance. Il y a toujours un problème. C'est-à-dire qu'ils étaient au courant depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et que les institutions, ne serait-ce que l'ARS, la ville de Paris, n'ont été prévenues que très tardivement. Donc, on ne peut pas faire confiance à ce genre, excusez-moi, voici un chapeau, à ce genre d'acteurs économiques. On ne peut pas leur donner de blanc-seing. Et quand on a vu ces images de la pollution de la Seine, ce qui est terrible, c'est qu'on est très choqué, les images sont choquantes, les conséquences de tout ça sont dramatiques, mais est-ce qu'on est vraiment étonné? Et donc, comment on fait dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour qu'on arrête d'être choqué, pour qu'on arrête d'être étonné, et qu'au contraire, ces choses dont on se doute qu'elles se produisent, ces choses dont des décennies d'études sociologiques, politiques, de militantisme et d'expertise militante nous disent que ça arrive et ça a des conséquences graves sur l'environnement, sur la biodiversité, sur, encore une fois, le modèle économique et notre capacité à penser la résilience. Ces choses-là arrivent au quotidien. Quels sont les outils dont on se dote pour les prévenir? Et donc, tant sur les points de vue, tant du point de vue de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé, de prendre des sanctions et de penser de nouvelles choses comme la personnalité juridique de la Seine, je crois que là, on est dans une séquence où il va falloir avancer nos propres idées et pas seulement être en réaction. Est-ce qu'on peut imaginer que dans cette mandature-là, les élus écolos, c'est un peu des lanceurs d'alerte et qui sont en pointe sur des combats comme ça, parce qu'on vous voit souvent sur ces sujets-là. Est-ce que ça ne traduit pas aussi aujourd'hui, malgré tout, le poids des lobbies qui est hyper important et qui met un coup d'arrêt à toutes les bonnes volontés politiques qui existent, parce qu'il y en a qui existent, mais on voit qu'il y a du renoncement des fois face à ces gens-là. Mais bien sûr, il peut y avoir du renoncement en politique, mais ce n'est pas uniquement une question de lobby versus le courage de certains ou certaines élus. C'est tout un système qui est contre nous, c'est un système d'intimidation, c'est un système de silenciation politique. Moi, je n'ai pas encore eu de grande expérience politique avec les lobbies industriels ou autres, comme d'autres élus écolos ont pu l'avoir
au cours de ces dernières années, puisque certes, il y a cette nouvelle mandature, notamment à l'échelon local, municipal, où on a de plus en plus d'élus écolos, mais les élus écolos ont toujours été des lanceurs et des lanceuses d'alerte sur plein de sujets. Donc moi, autant voilà, les grands lobbies industriels et pharmaceutiques, par exemple, je ne connais pas, je n'ai pas encore pratiqué, autant je l'ai vu sur d'autres choses, comme face à l'extrême droite. Et c'est pas une question de est-ce que ce matin je me sens suffisamment solide pour et est-ce que solide dans mes convictions, avec les moyens matériels de me défendre, avec voilà le courage politique d'aller continuer sur mes idées. C'est aussi la disproportion des moyens, le fait que quand tu passes 3 semaines à te faire cyberharceler, de fait, le travail politique sur ton dossier de fond, tu as un peu moins le temps de le faire. Enfin, voilà, c'est toute une méthode ouais, de pourrir le débat public et la possibilité même de l'action démocratique qui entrave les élus et qui est extrêmement compliquée. Donc ça, je crois qu'on va essayer de continuer à la combattre, mais on combat aussi cette méthode d'intimidation en l'explicitant et en posant des jalons pour éviter que ça se reproduise, en tout cas pas de manière aussi systématique. Tu as évoqué, je veux qu'on finisse là-dessus, une personnalité juridique de la scène. C'est possible, ça pourrait se traduire comment? Est-ce que ça va être un de vos chevals de bataille, j'ai envie de dire, de l'actualité de la rentrée politique? Absolument, puisque ça faisait partie du programme écolo pour la ville de Paris et ça fait partie aussi du corpus écologiste dans pas mal d'endroits dans le monde, en fait, la reconnaissance des droits de la nature pour doter de personnalités juridiques propres, ce qui permet ensuite de développer des contentieux, des jurisprudences de protection ultra intéressantes. C'est aujourd'hui là a été annoncé par l'adjoint écolo à la maire de Paris en charge notamment du plan climat, du plan des eaux et compagnie, donc Dan Lert, a été annoncé que la ville de Paris allait bien se porter partie civile en cas d'un procès contre cette pollution de la Seine et qu'on allait, comme on l'avait prévu dans le cadre de notre accord, étudier la faisabilité de cette personnalité juridique pour la Seine. Alors, on ne va peut-être pas révolutionner l'ensemble du droit français et européen en Conseil de Paris, mais le fait d'étudier sérieusement la chose, de mettre des moyens pour voir la faisabilité, pour voir quels sont les champs que ça va nous ouvrir, ça place aussi, en l'occurrence les élus, dans une position de plaidoyer où on explique à nos concitoyens et concitoyennes en quoi c'est important, on essaye de créer des réseaux autour de cette idée, et puis on avance aussi pour qu'on puisse après porter le débat au niveau parlementaire et européen. Mais merci pour cette explication et merci pour nous avoir accordé ce moment. On va te laisser parce que je pense que tu as beaucoup d'activités, beaucoup de travail et, euh, et on va te suivre sur ce nouveau mandat. Bon courage. Merci beaucoup. Je compte sur vous.